Le premier point, c'est sur la question de la fierté. Alors, je pense que de cultiver la fierté est absolument indispensable pour un mouvement collectif qui a une mission sociétale, une mission de sens sociétal, mais aussi derrière, on sent bien, un rôle politique dans notre société. Au sens noble du terme, faire évoluer cette société, trouver des ressorts pour transformer cette société sur un nombre important, pas simplement l'insertion qui est énorme, pas simplement ça, aussi d'autres enjeux qui sont encastrés. Là, je pense que de révéler l'ensemble de ce que vous faites, faire connaître au grand public, pour vous-même, une orientation essentielle. Ça cultive le sens, ça cultive la force, la confiance en soi, tout cela me paraît très important. En même temps, on sent que quand on passe une réunion de se conforter tous ensemble à des plus petits groupes, apparaissent d'autres choses. Dès qu'on rentre dans une échelle qui n'est pas celle-là, qui est les ateliers, alors on voit des contradictions apparaître entre ce que l'on dit publiquement et la réalité des choses. Je prends juste un exemple. Liliane, justement, est intervenue en disant, sur la question du travail, on essaye d'envisager un travail qui soit dans la durée de travail à la limite, en même temps, on essaie de limiter cette durée, d'autre part, d'avoir un travail de qualité. Et quand on rentre dans les plus petits groupes, on entend autre chose. Timothée nous dire que le travail 60 heures, 65 heures. C'est-à-dire ceux qui s'engagent dans la transformation sociétale ne travaillent pas à 35 heures, ne limitent pas l'importance du travail. Qu'est-ce qui s'y joue? Comment se fait-il qu'on travaille 65 heures, 70 heures? Qu'est-ce qui... Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. On ne peut pas rester dans le paradoxe. On dit une chose publiquement, d'ensemble, et en fait, on réalise autre chose. Derrière cette idée qu'il faut réduire le temps de travail, en fait, on intègre quelque chose qui est, on veut réduire le travail dominé. On veut réduire le travail aliénant. On veut réduire un travail qui n'a pas de sens. Oui, on a raison de réduire ce type de travail, ce temps de travail. Mais dès qu'on rentre dans une dynamique où le sens est retrouvé, la volonté de transformation est au rendez-vous, la camaraderie, la convivialité est au rendez-vous. Alors là, le rapport au travail change. Les conditions dans lesquelles cette question se joue changent. Alors, pour moi, ici, il y a un enseignement fondamentalement politique. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans l'émancipation active, réelle, alors le travail change. Si c'est vrai pour vous, c'est vrai pour les salariés de l'insertion, c'est vrai pour tous les salariés de notre société. Et vous voyez, cette contradiction, je vais apprendre juste celle-là, mais elle est porteur d'un devenir, d'un autre discours, et d'une autre voie, que celle que l'on peut, par commodité de langage, par effet de mode, considérer qu'il faut réduire le temps de travail. En réalité, c'est ce travail aliéné. Ce qui n'est pas la même chose du tout. Pas du tout la même chose. Je vais prendre un deuxième chose où tout d'un coup la question change. C'était quelqu'un qui s'exprime, d'ailleurs c'est Viviane elle-même. Et là, quand même, nous sommes fatigués. J'arrive dans le groupe sur le développement territorial. Il y a un jeu, vous savez, là, le truc qui est à gauche à droite, son nom, mouvant, et Justine pose la question de la santé. Tout le monde considère que les jardins de cocaïne sont des vecteurs de santé, et je suis le seul à considérer que non. Je me retrouve seul. Et alors là, je sens bien qu'il y a un sujet. Il y a un sujet, ce qui est que, et là je vous alerte quand même, parce que je pense que la conscience de ça ne va pas suffisamment forte, une bonne organisation ne serait pas complètement encore au rendez-vous, je vous alerte. Si l'ambition, c'est celle que vous affichez, bien entendu, le si de trop,
Et donc, et l'enjeu de transformation sociétale de société, c'est une très longue marche, c'est un très long mouvement. Si on cherche une alternative, ça ne va pas se régler dans les quelques années qui viennent. C'est quelque chose de très long. Alors, vous avez besoin de vous préparer, de vous soigner vous-même, de prendre en charge vous-même votre propre santé. Je ne la trouve pas bonne. Pour vous dire les choses très simplement, je ne la trouve pas excellente. Je ne suis pas complètement sûr. Vous donnez suffisamment d'attention à votre propre santé. Et c'est embêtant d'un point de vue humain, et c'est aussi embêtant d'un point de vue stratégique. Là, il y a la nécessité sur laquelle j'étais déjà intervenu il y a 6 ans, en vous alertant sur cette question. Votre santé dépend de la capacité de reconnaître les difficultés du travail et d'en discuter avec vous. Ne pas discuter simplement de ce qui va bien. Il faut le faire, notamment par rapport à l'extérieur, c'est très important. Et discuter entre vous de ce qui pose problème. Et ne pas rentrer dans un unanimisme de circonstances. C'est difficile ce que vous faites. Ça vous heurte. Vous avez des contradictions aussi entre vous. Mettre les contradictions sous la table ne règle rien. C'est l'inverse. Poser des questions, les identifier, ça permet de les instruire, de se reconnaître et de reconnaître l'adversité de la vie et de votre travail tel qu'il se pose aujourd'hui. Les mettre sous la table par convivialité, par, comment dire déjà maintenant, bienveillance. Il faudrait que tout le monde soit bienveillant. Mais non. Ce mot de bienveillance est désarmant, naïveté. C'est pas le respect de l'autre, respecter la personnalité de son engagement, et ce respect passe par la reconnaissance de son travail, pas par une bienveillance comme ça, humaniste dont on ne connaît pas les ressorts. Non, il faut accepter qu'on n'est pas toujours d'accord, trouver des méthodes pour instruire ces désaccords. Et là, trouver dans cette organisation que nous appelons ADEMIS, l'organisation réflexive, d'ailleurs, dans laquelle nous avons travaillé ensemble, des documents sur l'organisation réflexive. Cette organisation réflexive, elle est stratégique. Pour vous aussi, au sens de ma propre santé. Et 72 ans, j'ai encore un peu d'énergie. Je compte les conserver grâce à vous et grâce à l'organisation réflexive. Voilà. Je vous donne un petit coup ça, un petit truc perso. Quand on a un désaccord, quand il y a un décalage, entre ce que l'on appelle les éléments de doctrine, c'est-à-dire des éléments qu'on affiche publiquement, et le réel, vous vous désarmez. Et vous désarmez les gens qui travaillent avec vous. Et c'est ma troisième point sur lequel j'aimerais maintenant vous revenir. C'est que on sent très bien que vous avez un élan, nous avons tous un élan, cherchant à faire bouger cette société, d'être ouvert aux autres, accueillant, faire venir vers nous et nous aller vers nous. C'est très très important. Mais j'ai une réserve. Le rapport aux institutions n'est pas facile. Les institutions ne sont pas neutres. Les institutions ont une histoire qui est dotée pour l'essentiel d'une histoire de domination. Les institutions se construisent dans la question de la domination, pas dans la question de l'émancipation. Bien sûr, dans les institutions, moi j'en fais partie, je suis à l'universitaire, vous rencontrez des personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Mais attention, ce sont des personnes, ce ne sont pas l'institution elle-même, qui n'a pas été fabriquée du tout pour ça. L'université n'est pas du tout mise en place pour l'émancipation à travers les connaissances réelles heuristiques. C'est un organisme de domination culturelle et symbolique. Donc, la place des mathématiques dans l'université, donc les sciences expérimentales. Les institutions sont des organismes historiquement de domination. Alors, quand je vous dis ça, je vous alerte, parce que bien entendu, vous avez besoin de constituer une doctrine et un enjeu, puisque aujourd'hui, ces institutions sont les fourvoyeurs principaux des questions de financement
Certains, dans l'atelier dans lequel j'étais, disaient que travailler avec d'autres entreprises, c'est aussi des sources de financement qui échappent à ces institutions. Je trouve ça une excellente idée. Pas seulement les entreprises, mais les citoyens directement, les bénévoles, pour trouver des sources de financement qui ne sont pas entièrement dépendantes des institutions. Parce qu'elles sont versatiles, elles sont instables, elles sont non respectueuses de votre travail. Elles ne sont pas construites sur la question qui sont fondamentalement les vôtres. Et là, je pense qu'il y a un peu de naïveté pour dire les choses telles que je les perçois. À travers votre élan, votre générosité, vous transposez cette générosité vers vos interlocuteurs. Non, non, non. Non, non. Vous êtes généreux. Tout le monde n'est pas généreux. Vous êtes engagé dans la transformation de la société. Tout le monde n'est pas du tout engagé dans cette affaire-là. Et là, il y a besoin de faire des distinctions entre les institutions, parce que c'est l'État central et ses agences, dont l'ADEME. Est-ce que c'est les collectivités territoriales? Autre chose. Dans les collectivités territoriales, la région, ce n'est pas la même chose que les collectivités de plus grande proximité. Et bien entendu, plus on est proche des territoires, plus les personnes de ces institutions sont sensibles à ce que vous connaissez de vos propres sensibilités. Mais ce n'est pas parce qu'on est proche du territoire que l'on a la même orientation. Je ne vais pas vous faire une interprétation de ce qu'a dit la personne, ce serait mal courtois, très discourtois de ma part sur l'intervention inaugurale de tout à l'heure. J'aurais quand même beaucoup de choses à dire. Le dernier point, et puis j'aurais fini, je crois que ça va. Le dernier point que je voulais dire, c'est que vous allez rencontrer dans les institutions, on a le même problème avec les grandes entreprises. Hein, on a le même problème avec les grandes entreprises. Des personnes qui sont des personnes, ce qu'on appelle séquentes, qui sont en désaccord éthique avec ce qu'on leur demande de faire, qui ont un désaccord profond, qui sont très mal à l'aise dans leur travail. D'ailleurs, certains quittent du coup les institutions, je crois que c'est toi qui le disais, je le disais tout à l'heure, comme les grandes entreprises. Et c'est une fort bonne chose. Il faut les encourager. Je les ai appris comment tout à l'heure, je ne sais pas. C'est pas grave, en tout cas, qu'ils rejoignent le courant que celui que vous organisez et dans lequel je me reconnais. Eh bien, il faut arriver à comprendre effectivement les difficultés de travail des uns et des autres, voir quelles sont les conditions d'alliance. Mais l'alliance, ce n'est pas la coopération. Attention. L'alliance n'est pas une coopération. La coopération demande de partager la vision commune de ce que nous cherchons à faire d'un point de vue sociétal. Si vous n'avez pas un objectif commun, vous ne pouvez pas coopérer. Vous ne pouvez pas coopérer. Vous dénaturez le mot de coopération. La coopération passe par le travail réel, le rapport au travail. On ne peut pas coopérer avec des gens qui ne travaillent pas ensemble. Et troisième chose, c'est que la coopération demande une organisation réflexive, c'est-à-dire la capacité de comprendre les difficultés que l'on rencontre dans le travail réel. Donc la coopération, c'est un mot extrêmement important sur le plan stratégique, mais attention à ne pas l'utiliser dans n'importe quelle circonstance, parce que du coup vous le dénaturez, vous l'affaiblissez, vous ne permettez pas aux gens de se repérer. Vous ne pouvez pas coopérer avec les institutions. Vous ne pouvez pas dire tout ce que vous pensez aux institutions, à vos interlocuteurs. Vous êtes obligé d'avancer masqué, de mon point de vue. Vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de précautions, de mon point de vue. N'ayez pas trop de naïveté. Et les temps sont déjà durs, ils vont être encore plus durs. La Macronie, ce que vous appelez le néolibéralisme, étant en plein développement, ça provoque, du côté des institutions, des logiques assez contradictoires avec ce qu'on a connu il y a 30 ans ou 40 ans, d'opportunisme, de recherche de carrière individuelle, de trous de souris dans lesquels on passe et tout d'un coup on devient à des charges les plus importantes. C'est pas ça ce qu'on veut. Nous avons besoin de rencontrer des gens séquents, ceux qui ne rentrent pas dans cette influence-là. Il faut échanger entre nous sur comment on les rencontre, comment on les aide, et
comment on constitue une orientation partagée. On a la même question avec les entreprises. Dans le groupe dans lequel nous étions, dans lequel j'étais, parlait de la question de l'insertion, du rapport aux entreprises, et c'est pareil pour les entreprises. Alors, il y avait des entreprises qui avaient été qualifiées d'accueillantes, il y a des choses comme ça par rapport à vos sujets. Il faut creuser ce qu'on appelle accueillant. C'est-à-dire, si on fait de l'insertion pour retrouver les coûts de logique de domination, c'est foutu notre projet. Donc il faut que les entreprises avec qui vous travaillez, nous travaillons aussi avec les entreprises, on discute des critères qui font que c'est des possibilités de coopération réelles, pas des faux semblants que l'on met en avant. J'adore travailler avec vous.